Bienvenue dans les Mémoires du Mythe, un podcast audio dédié à l'horreur et au JDR. Ce format est produit par l'équipe de Globtopus et est permis grâce au tipeur. Installez-vous confortablement et si possible, mettez un casque. L'aventure démarre. Soyez sûr que on le lui dira. Merci pour votre temps et désolé que ça ravive peut-être des moments difficiles, mais on espère que on pourra faire quelque chose pour lui. Je peux rester un peu en arrière rapidement si les autres commencent à se lever. Il était épicé comment, mon sandwich? Ton sandwich était... en vrai, ça va. J'estime que c'était genre des épices de cajun, tu vois. Donc ça va, c'était épicé, mais ça t'a pas défoncé. J'en demande un deuxième. Très bien. Donc tu vois qu'il commande un deuxième sandwich en partant. Et donc ils s'éloignent les deux. Célia, tu es donc encore un peu à la table avec eux. Je me tourne vers Jackie Wallace qui parlait du fait qu'il voudrait être infirmier. Et je prends un morceau de papier dans ma poche et j'écris mon adresse, l'adresse de ma clinique, et je lui tends et je lui dis je vous souhaite toute la réussite possible ici. Parce que moi je suis médecin. Je sais que c'est pas toujours évident quand on n'est pas comme tous les autres gens à l'hôpital. Enfin voilà, mais si jamais ça marche pas ici, n'hésitez pas à me contacter. C'est un beau métier et je vous aiderai si je le peux. Je suis désolée qu'on vous ait menacé. Rien devrait se mettre entre un homme et une vocation comme ça. Je trouve ça horrible. Donc voilà, si je peux vous aider, je le ferai. Je sais pas comment, mais on sait jamais. Merci beaucoup, Merci. Et du coup, je salue les autres de la tête et je m'en vais. Vous vous retrouvez tous les trois à l'entrée. Et alors que vous commencez à partir en réfléchissant un petit peu où sera votre prochaine direction, vous voyez derrière vous qui vous rattrape un petit peu Douglas Fells, qui est peut-être celui qui était le plus impressionnant physiquement des quatre, qui vient et qui dit juste, vous devez réaliser, enfin, en vous lançant là-dedans, c'est une chose cruelle, vraiment très cruelle de donner espoir à une femme si vous n'avez pas volonté d'aller jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. Et je sais que votre ami est mort, mais la justice, justement, n'est pas que pour les morts. Donc je compte sur vous pour ne pas décevoir Mélie. On fait tout pour. Hein. On serait pas venu là sinon. Très bien. Et on a traversé... On va tout faire pour. Vous voyez dans son regard qu'il y a vraiment une certaine détresse quand même. Quand il vous dit ça, il a peur, en fait. Je sais que vous avez traversé des horreurs de l'autre côté de l'océan, mais on a vu aussi notre part d'horreur et on fait tout pour les confronter. Et on ira jusqu'au bout pour aider cette personne. Écoutez, vous me semblez être de bonnes personnes, alors on va vous faire confiance. Mais sachez que à Harlem, on n'oublie pas. Et du coup, il s'en va après vous faire un petit signe de main et il retourne à l'intérieur du Teddy's Bar. Vous êtes à nouveau tous les trois dans cette grande ville glaciale. La nuit est clairement tombée. Est-ce que vous retournez à l'hôtel, vous vous reposez? Est-ce que vous voulez faire des recherches? Qu'est-ce que vous voulez faire? Je vous rappelle qu'il y a plusieurs choses qui sont en attente. La première est évidemment votre rencontre avec Erika Carlyle et votre rendez-vous à la prison. Il est quelle heure là?
Là, je pense qu'il est plutôt 21h. Moi, j'ai pas encore sommeil, je vais aller faire quelques recherches et j'ai envie d'envoyer un télégramme aussi, si c'est possible. Lucas? Moi, je pense que je vais pas trop me coucher tard, mais je vais quand même peut-être passer un coup de téléphone au magasin, voir si tout va bien, et peut-être parler à Rory. J'avais rien dans la tête, je t'ai vu. Ok. Et toi, Raymond? Je voudrais savoir sur quoi Célia va faire des recherches pour qu'on puisse les coordonner et savoir de mon côté ce que je peux faire. Moi, je vais faire des recherches sur le docteur Robert Houston. Parce que c'est le truc que je suis le plus susceptible de trouver. Je vais envoyer un télégramme aussi de mon côté. Très bien. Vous allez donc chacun de votre côté vous charger de vos télégrammes, vos recherches, et vous vous donnez rendez-vous le lendemain matin. Ceci dit, en arrivant à l'hôtel, au moment de vous séparer, en fait, vous recevez un télégramme en urgence. Clairement, c'est le genre de télégramme qui coûte un petit peu cher pour être envoyé comme ça, tellement dans l'urgence. Et on vous donne rendez-vous demain matin, vers 9h, devant votre hôtel, pour qu'une voiture et un chauffeur viennent vous chercher et vous amener au manoir Carlisle. Ça a marché, du coup. Ok. Donc, vous notez le rendez-vous, hein, et vous allez vaquer à vos occupations avec ça en tête tout de même, donc il ne faut pas rentrer trop tard. Et vous vous séparez les uns des autres. Célia, quel télégramme envoies-tu et à qui? Et qu'est-ce que tu fais aussi comme recherche, si tu veux? Donc je sais que dans l'expédition Carlisle, il y avait un psychologue plutôt à la mode qui s'appelle Robert Houston. Tout à fait, le docteur Robert Ellington Houston. J'avoue que comme c'est pas mon domaine de prédilection, je ne connais pas ce Robert Houston, mais je pense que c'est possible que je connaisse des gens qui le connaissent. Donc je voudrais un petit peu tenter de savoir si je peux en découvrir plus sur ce personnage. Très bien. J'envoie un télégramme à ma sœur déjà pour lui dire que tout va bien. Et j'envoie un télégramme à son amie Marissa Avrel. Oui. Pour lui demander si elle connaîtrait par hasard donc déjà les Carlisle, mais aussi Hypatia Masters et Jack Brady, parce que vu la description dans le journal, j'estime que c'est possible qu'elle les connaisse. C'est des hautes sphères, c'est possible qu'elle ait croisé ça. Boston n'est pas si loin de New York, et puis en plus, de toute façon, elle a des pieds à terre un petit peu partout, cette Marissa. Donc... Et de mon point de vue, j'ai l'impression que tous ces gens se connaissent un peu, honnêtement. Oui, ça se tient. En fait, un petit peu comme tous les médecins ont des acquaintances, c'est un petit peu pareil. C'est un autre cercle. Très bien. Tu commences à entamer des recherches donc sur le docteur Ellington Houston. Tu appelles diverses personnes que tu connais suffisamment pour les appeler à cette heure-ci, et aussi en allant tout simplement à la faculté de médecine de New York, où tu connais quelques personnes qui font partie certainement de la gestion, etc. de cette université. Tu apprends que c'était le plus jeune de 3 fils. Son père était un médecin de Chicago qui, son père, jeune homme, était réputé pour avoir rejoint plusieurs sectes déviantes. Tu apprends aussi que Robert Houston a été diplômé avec honneur de Johns Hopkins. Oh. Après 3 ans, il a abandonné sa pratique des maladies circulatoires, et par la même occasion sa femme, et est allé à Vienne étudier, d'abord auprès de Sigmund Freud, puis avec Carl Jung. Il a été donc parmi les premiers Américains à entreprendre ces études de l'esprit que tu qualifierais d'ésotériques et que la plupart des gens qualifieraient de controversées. Et qui traite
tellement avec les comportements sexuels, dirons-nous, qu'aucune personne respectable ne peut vraiment en parler. À l'heure actuelle, c'est quand même un sujet qui est très touchy. Honnêtement, je qualifierais de dangereuse. Moi, Célia. Parce que je sais par le bouche à oreille ce qui peut se passer quand on fait interner quelqu'un, particulièrement des femmes, et c'est quelque chose qui me déplaît fortement. C'est ça. Et puis même tout l'aspect sexuel, etc., te paraît un peu... c'est pas que t'es prude, hein, mais c'est quand même des sujets qui, pour l'époque en tout cas, sont pas idéaux. Et puis la façon dont ils sont traités sont pas idéaux du tout, et je trouve ça peu éthique, honnêtement. Tout à fait. Et tu apprends que son passé, apparemment salace et un peu dangereux, ses manières élégantes, son esprit moqueur, l'a rendu très populaire quand il est revenu à New York, et donc il établit une pratique de psychanalyse qui s'adresse aux très riches. On parle de 50 à 60 $ par visite, ce qui est gigantesque puisque, et d'ailleurs la personne qui t'en parle t'explique que lui, en tant que professeur d'université, touche 4000 $ par an. Bah oui, c'est ce que j'allais dire. Donc voilà, c'est des prix extrêmement chers. Tu apprends, ceci dit, alors, au début à prendre un peu avec des pincettes, mais c'est quelque chose qui revient, que les femmes le trouvaient suave, beau, sensible, perspicace et sexy. Et qu'il est connu qu'un de ses patients était Roger Carlyle, et que donc Robert a supposément été dans l'expédition avec Carlyle pour continuer son traitement. Et il se trouve que tu apprends autre chose. Ça, c'est quelque chose que tu apprends parce que voilà, tu as des bons contacts à New York. Et par le biais de ces contacts-là et de Marissa, ça fait un bon combo de contacts, on va dire, qui te permettent d'ouvrir certaines portes. Tu apprends que Robert Huston venait de rompre une liaison avec Miss Imelda Bosch, qui s'est ensuite suicidée. Que Carlyle a aidé à faire taire le scandale, et que du coup, voilà, c'est peut-être pour ça que Robert est allé dans l'expédition. Évidemment, un autre sujet qui est abordé, bon là c'est plus de tes confrères, tu vas prendre avec des pincettes, mais il est possible que Carlyle aussi ne voulait pas que Robert soit libre alors que Carlyle était en Égypte, parce que l'éthique du docteur n'était honnêtement pas très forte et que peut-être qu'il aurait révélé des éléments explosifs concernant Carlyle. Ce que tu sais en tout cas, c'est que une fois que le docteur a été déclaré mort, ses archives ont été données au Medical Affairs Board of the State of New York. Et du coup, tu sais, encore une fois, grâce à tes contacts, puisque tu as fait des très bons jets, littéralement tu as fait un, que les autorités n'ont pas détruit les archives du docteur, car personne n'a autorisé la destruction. Intéressant. Une petite question subsidiaire. Est-ce que j'ai le nom de sa femme ? Je peux le trouver. Sa femme qu'il a abandonnée. Ouais. Elle est vivante ? Tu apprends qu'elle est morte dans un accident. Merde. Qui ne semble pas vraiment... Enfin voilà, c'est vraiment un accident de train. C'est quelque chose qui n'est pas lié directement. Enfin, c'est difficile de se dire qu'il aurait pu la tuer ou je sais pas quoi. Et c'est à une période où tu te dis que vraisemblablement ça correspond à peu près à la période où il était à Vienne. Donc bon, t'as du mal à croire qu'il soit responsable de ça. En tout cas, ça semble pas créer un motif de mort. Non, mais je voulais savoir si elle s'était suicidée. En mais gros, par contre, non, elle s'est pas suicidée. Elle est morte dans un accident de train. C'est tout de même. C'est un peu louche, mais pas. T'as pas l'impression que ça crée un motif. Peut-être que si. Mais... Et le décès d'Imelda Bosch, c'était il y a longtemps ? Ou c'était juste avant qu'il parte ? C'était vraiment juste avant qu'il parte. Okay. Non, ouais. Très bien. Pour ce qui est de Marissa, c'est une gaule lancée
pour ramener des informations un peu plus tard. Parce qu'après, tu m'as quand même donné l'information que j'ai eue par le biais des 2 contacts sur le fait qu'il avait une liaison. Oui, mais ça, etc. c'est... Non, pour moi, cette information, tu Parce l'as que je par le fait connais que Marissa, tu connais en fait, Marissa. Pour moi, c'est quelque chose qui t'aide dans cette information-là, mais ce n'est pas une information qu'elle t'a donnée. Tu as donc passé un temps un peu prolongé dans tout ça, et tu reviens aux alentours de 2h du matin, un petit peu fatigué, mais voilà, avec plein de questions. Plus de questions que de réponses. Luca, tu vas donc faire un coup de téléphone. Allô, Henri? C'est toi? Ouais, c'est qui? C'est Luca. Ah, ça va? Ça se passe bien c'est à New York, hein? C'est à New York? Tout à fait, ouais, tout à fait. Écoute, ça va bien. Et puis, j'appelais juste pour savoir comment grand-père et toi vous alliez, comment ça se passe au magasin. Ouais, non, si, ça va. D'accord, ok. Je voulais te demander deux trucs. Est-ce que tu sais comment va ton oncle? Ça fait un petit moment que j'ai pas pu le croiser et tu sais que, voilà... Ouais, exact, tout à fait. Ouais, ça va, ouais. Ok, ça marche. Je voudrais que tu lui apportes, tu sais, il y a une petite boîte en métal sous le comptoir. Tu sais, il est un petit peu... Voilà, tu sais qu'il a dû dépenser un petit peu d'économie pour t'aider à venir et tout. Et tu sais, il est fier, ton oncle, il demande pas beaucoup, mais je pense que ça lui ferait un petit coup de pouce de pouvoir utiliser ça pour ce qu'il a besoin. D'accord. Si à l'occasion tu veux bien lui apporter. Et ouais. Au niveau du magasin, ça, y a pas trop de travail, c'est calme, je veux dire, ou... Non, ça va. Enfin, tu sais, on gère. Ok, tu penses que tu pourrais faire un truc... c'est pas pressé, je veux pas que tu passes ton temps dessus, mais tu sais, pour l'amicale, des fois on recherche des objets aussi, des fois on recherche des gens, des informations. Ouais. Bon, t'es sûrement jeune, t'as peut-être pas dû être au courant ou quoi. En fait, des fois, quand il y a des grandes expéditions qui sont préparées, en fait, on en parle dans les journaux et puis des fois, on peut les suivre à travers le monde, tu sais. Ouais. Du coup, là, j'aimerais que tu fasses une recherche. Trouve ce que tu peux. C'est juste, je peux pas faire ça moi de mon côté parce que j'ai pas le temps. Mais en gros, alors attends, c'était quoi? Tu prends un papier, tu notes s'il te plaît. Ouais. J'aimerais que tu fasses une recherche en fait dans le New York Pillar, avril 1919. Tu peux pas le louper. T'auras en fait une grande en-tête avec ça va parler de l'expédition Carlyle et tu verras dedans en fait sont citées 5 personnes. Je te passe les détails. Forcément, t'auras Carlyle, celui qui l'a organisé, et puis 4 autres personnes avec lui dans la coupure. Tu peux pas la louper. C'est celle avec l'immense bateau qui part de l'Angleterre. Le titre parle d'Angleterre. D'accord. Ou voilà. Sur ces 5 personnes, donc Carlyle, y a un qui s'occupe de l'intendance. Il y a le second gestionnaire de l'expédition. Il y a une femme aussi. Il y a un docteur. J'aimerais que tu essayes de rechercher des infos sur ces 5 personnes-là et surtout que tu puisses te concentrer sur, écoute, je sais pas, des trucs qui, toi, te paraisseraient bizarres. Je sais pas, des informations, qui sortent un peu de l'ordinaire. Ouais, je vais regarder à ça, mais ouais, ok, ça sera un peu une première. Écoute, ça peut te permettre en vrai de pouvoir un peu peut-être te familiariser avec... parce que, mine de rien, l'amicale, tu sais, les expéditions, à notre échelle, nous, on en fait aussi. Peut-être d'une moins grande ampleur ou envergure, mais en fait, basiquement, on fait la même chose. Et du coup, ça peut te permettre de comprendre un peu plus aussi ce qu'on fait nous. Et ouais, voilà, tu te casses pas la tête avec ça. Je veux pas que tu passes des nuits blanches ou quoi. La priorité, c'est toujours le magasin, c'est toujours... tu fasses attention à grand-père. Il y a peut-être Nino aussi qui va appeler si jamais pour prendre des nouvelles. Tu le rassures. S'il te pose des questions sur grand-père, tu lui dis aussi parce que il est forcément des fois un petit peu inquiet comme moi. Et puis si tu sens qu'il y a quelque chose de particulier au niveau de tes recherches,
Et bien évidemment, pour grand-père, tu m'appelles, t'envoies un télégramme. Pour l'instant, je suis à l'hôtel, là, le dernier qu'on avait fait à New York, c'était peut-être le même, je crois. Attends. Et je lui redonne du coup une adresse avec voilà, où nous sommes. Du coup, il a bien tout noté, il te revalide les infos et il raccroche. Est-ce que tu veux faire autre chose avant de te coucher? J'ai eu un espèce de réflexe. Demain, en fait, on va voir une personne qui est riche, qui a de l'influence et qui possiblement, si ça se passe bien, pourra peut-être devenir une alliée, c'est un grand mot, mais nous aider. Ouais. Et j'ai envie d'être présentable. Et en fait, ça m'est venu comme un réflexe. Et forcément, quand je pense à ça, je pense à Jackson. Et je prends le temps, il est pas très tard, mais je plie mes vêtements convenablement. Je vais dans la salle de bain. Je vais devant la glace, le miroir, et je me rase. Et j'essaye d'y mettre du soin. Très bien. Je suis désolé, Lucas. Merde. T'as fait un échec critique. Ah putain, merde, je me suis coupé là. Tu t'entailles vraiment. Et demain, quoi que tu fasses, genre, t'auras une cicatrice, quoi. T'auras une belle entaille sur la joue. Genre, là, c'est sûr. Et à un point où je pense que t'en trembles. Tu vois ce que je veux dire? C'est une belle coupure et je vais aller plus loin. C'est quelque chose qui te demande un petit peu d'effort si tu veux terminer ton rasage. Je pense que tu sais, je fais tomber la lame de rasoir dans le lavabo et j'essaie de prendre ma respiration, de me calmer. Et en fait, j'ai les mains posées sur le bord du lavabo qui serre un petit peu et je peux pas m'empêcher de regarder mon visage avec cette coupure qui laisse couler le sang et en fait, je laisse couler le sang, tu vois, un peu bloqué. Je pense au Pérou, je pense à la pyramide, je pense au miroir, je pense au couloir, à la chambre, des Mendoza, d'Arkin. Et tu sais, plus je pense à ça, plus je serre le bord du lavabo et je pense à Larkin, je pense à Jackson. Et je sais pas combien de temps je reste devant le lavabo à serrer mes poings, serrer mes mains, mes muscles se tendent et je sais pas combien de temps je reste là. Vous venez d'écouter Les Mémoires du Mythe. Écoutez nos épisodes sur www.globipodcast.fr. Retrouvez la liste complète des épisodes en description. Le rythme de publication est d'un épisode chaque mardi. Les joueurs et joueuses sont CC Trouille, Eric Da Silva et Sirmas Cox. Je suis, moi, le maître du jeu, Maxime Robinet, et l'audio est monté par Ez. Les musiques utilisées viennent du site Epidemic Sound. Soutenez-nous et obtenez les épisodes un mois en avance sur tipeee.com/sombre-machination. À très bientôt.